Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale. Alors dans cette vidéo, je vais me focaliser sur le titre Eutelsat, donc un titre que j'ai moi-même en portefeuille, ce qui veut dire également que mon point de vue peut être biaisé. Alors j'en profite d'ailleurs pour insister sur le fait que les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Ainsi, les éléments mis en avant dans cette vidéo ne constituent ni un conseil d'achat ni un conseil de vente sur le titre présenté. L'investissement en bourse implique en effet des risques, comme le risque de perte totale du capital, et il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser différentes sources, à savoir morningstar.fr, eutelsat.com, donc le site de l'entreprise que je vais analyser, zonebourse.com et unclestock.com, donc un screener auquel je suis abonné. Alors Eutelsat est l'un des premiers opérateurs mondiaux de satellites commerciaux. L'entreprise a été créée en 1977, ce qui veut dire que c'est l'un des plus anciens opérateurs de satellites commerciaux, ce qui veut dire également que l'entreprise a un très fort savoir-faire en la matière. L'entreprise emploie actuellement 1000 employés, donc 1000 employés temps plein. L'entreprise détient actuellement 39 satellites, donc essentiellement des satellites géostationnaires. Alors à titre d'information, le prix d'un satellite neuf est d'environ 200 millions de dollars, ce qui représente une barrière à l'entrée relativement importante et ce qui permet également d'empêcher la concurrence ou l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché. Ce qui veut dire également qu'être un opérateur de satellite n'est pas un business facile, et on l'a vu récemment avec la faillite de certains concurrents comme Intelsat ou OneWeb, ce qui me permet d'en profiter pour introduire les différents concurrents de Telsat qui sont actuellement SES, Intelsat donc qui s'est mis en faillite aux États-Unis donc sous le chapitre 11, Viasat, Gilat et Inmarsat. Alors la capitalisation boursière de Telsat actuellement est de 1,9 milliard d'euros, donc c'est une mid-cap, et ce qui veut dire également que l'entreprise pourrait faire l'objet d'une acquisition éventuellement. Si on rajoute la dette de l'entreprise, il me semble que celle-ci est d'environ 2,8 milliards, donc 2,8 milliards plus 1,9 milliard, ça fait 4,7 milliards. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui voudrait faire l'acquisition de Telsat devrait débourser environ 5 milliards d'euros actuellement, plus une prime de rachat bien entendu. Alors on va rentrer dans les détails ici et je vais vous présenter mes différents critères d'analyse. Donc ici c'est une analyse rapide, hein, vous allez voir, ce sont les critères que je regarde en premier lieu pour savoir en fait si j'ai envie d'investir dans une entreprise ou pas. Donc ici uniquement des critères fondamentaux dans cette vidéo. Alors on va commencer par regarder les marges de Telsat. Donc toutes les données proviennent du site morningstar.fr, hein, donc l'information est gratuite. Vous allez sur le site morningstar.fr, vous entrez le nom de l'entreprise, donc ici Eutelsat Communications, ou éventuellement vous rentrez ici le ticker, donc ETL, et vous allez tomber sur les données qui sont ici. Et donc on va commencer par une analyse des marges, pour voir si les marges de l'entreprise sont importantes, auquel cas l'entreprise aurait un avantage compétitif, ou pour voir si les marges sont relativement faibles, auquel cas l'entreprise n'aurait pas d'avantage compétitif et se retrouverait dans un marché ultra concurrentiel, potentiellement. Alors, on regarde ici les marges de Telsat Communications. Donc on va commencer ici par la marge brute. Donc ici vous voyez c'est représenté en pourcentage du chiffre d'affaires, donc ce qui permet d'avoir un résultat en pourcentage. Donc Morningstar.fr nous fournit les 5 dernières années de données, donc de 2015 à 2019. On sait qu'ici on est en année 2020, donc pour l'instant on a seulement les résultats du premier trimestre. Donc l'idée c'est de regarder les chiffres sur les 5 dernières années à minima. Si on a accès à d'autres chiffres, on peut le faire sur les 10 dernières années, c'est encore mieux. À minima sur 5 ans, et si possible, donc en utilisant la dernière année disponible, donc ici 2019. Alors ce que je cherche à voir dans un premier lieu quand je regarde les marges, c'est de voir si celles-ci sont consistantes au fur et à mesure des années qui passent. Donc si on prend la marge brute ici, on regarde entre 2015 et 2019, on voit que la marge brute est de 92, 93, 93, 93, 93. Donc elle est très consistante au fur et à mesure du temps qui passe. Si je prends les autres marges qui sont proposées, et notamment la marge nette qui est ici en bas, on voit que c'est à peu près la même chose avec 24%, 22%, 23%, 20%, 25%.
D'accord, donc si je fais une moyenne au niveau de la marge brute, je suis aux alentours de 93%, et si je fais une moyenne au niveau de la marge nette, je suis aux alentours de 23%. Ok, donc on va revenir ici à la marge brute. Donc on voit que la marge brute de Telsat est d'environ 93%, que ce soit en moyenne ou sur la dernière année 2019, ce qui est une performance exceptionnelle, hein. Ce sont des marges brutes que l'on voit extrêmement rarement. Ça veut dire que clairement Eutelsat possède un avantage compétitif. D'accord ? Ça veut dire que clairement l'entreprise est très bien positionnée, et puisqu'elle est capable de dégager une marge brute très importante. Alors plus que la marge brute, ce qu'il est important de regarder ensuite, c'est la marge nette. Alors en passant par la marge d'exploitation et la marge donc EBT, Earnings Before Taxes. Et donc quand on regarde la marge nette de Telsat, on voit que celle-ci est d'environ 23% en moyenne et de 25,77% en 2019, ce qui est une marge nette extrêmement importante, puisque ce sont des marges nettes qu'on va retrouver par exemple dans le secteur du luxe. Donc, ce qui veut dire également que l'avantage compétitif qu'on anticipait au niveau de la marge brute de Telsat est confirmé au niveau de la marge nette. D'accord ? Ce genre de marge nous indique que Telsat possède un avantage clairement compétitif dans son domaine, malgré la présence de différents concurrents que j'ai mentionnés juste avant. Alors, on va remonter ici au niveau de la marge d'exploitation. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, Eutelsat a une marge brute extrêmement importante. Lorsqu'on se concentre sur le SG&A, donc Selling, General and Administrative Costs, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ceux-ci sont extrêmement faibles. D'accord ? Donc, ça veut dire que les salaires des employés de Telsat, par exemple, les coûts de fonctionnement de Telsat sont extrêmement faibles. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, l'entreprise n'a que 1000 employés et donc a un coût de fonctionnement relativement faible. Alors à titre comparatif, hein, généralement, ces coûts-là vont être supérieurs à 25%. Il est extrêmement rare de trouver des entreprises avec des coûts inférieurs à 25%. Et ici, on voit que Telsat a un coût donc, de SG&A d'environ 15% si on prend l'année 2019. Alors un autre point très important et à l'avantage de Telsat, c'est qu'on voit qu'ici en R&D, recherche et développement, l'entreprise n'a aucune dépense, c'est-à-dire qu'elle n'emploie aucun salarié qui fait de la R&D. Ce qui veut dire également que l'entreprise n'est pas dépendante de sa recherche pour faire du profit, pour générer des bénéfices. Et ça, c'est un point extrêmement important. Ça veut dire que son business model est a priori soutenable dans le temps. En tout cas, n'est pas dépendant de la R&D directement. Alors, ce qui fait que la marge d'exploitation de Telsat est extrêmement importante également, puisqu'elle oscille entre 44% en 2015 et 39% en 2019. Alors, on voit cependant que cette marge d'exploitation a tendance à décroître, puisqu'on passe de 44 à 43, à 41, à 39, puis à 39, ça remonte un peu ici, 39,83, mais cette marge d'exploitation a tendance à décroître un peu. Cependant, elle est extrêmement importante également. Alors, si on s'intéresse juste à la marge EBT, donc Earnings Before Taxes, on voit également que cette marge est extrêmement importante, puisqu'elle va de 38% en 2015 à 32% en 2019. Alors là aussi, on voit une petite décroissance de la marge EBT, mais celle-ci reste extrêmement importante, et ce qui permet à l'entreprise d'avoir une marge nette au final extrêmement importante. Alors un dernier point ici au niveau des marges et de la rentabilité, on voit ici que le retour sur fonds propres, hein, qui correspond au Return on Equity, ROE, est compris entre 12 et 15%, enfin 12 et 16%, avec une moyenne aux alentours de 12,5 environ, ce qui est un return on equity tout à fait correct, alors qui ne fait pas partie des return on equity les plus importants qu'on peut trouver sur le marché, mais qui est un rendement relativement important. Alors ce rendement est permis aussi par l'effet levier, puisqu'on voit ici qu'on a un levier financier qui tourne autour de 3 et qui est relativement constant au cours du temps. Alors on va maintenant passer à la croissance de l'entreprise. Alors là on va regarder quelques chiffres. On voit simplement qu'en fait c'est le point faible de Telsat, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a tendance à décroître depuis quelques années. Donc on voit ici le taux de croissance annuel, donc 2015, si on regarde la croissance des recettes par exemple, 2015 9,53%, 2016 3,56%, donc c'était en train de décliner, 2017 3,34%, on passe dans le négatif. 2018 4,74%, ça décline encore plus, et 2019 on continue
la baisse s'accélère, moins 6,17%. Alors au niveau du chiffre d'affaires, je vous le montrerai après dans le compte de résultats, vous verrez que également le chiffre d'affaires baisse d'année en année, et c'est le gros point faible de Telsat, c'est-à-dire que l'entreprise n'est plus en phase de croissance, mais en phase de légère décroissance, ce qui inquiète les investisseurs. Alors pour autant, si on fait une moyenne sur 5 ans, on voit que la baisse ici n'est que de moins 0,40%, donc c'est tout à fait pour l'instant contenu. Alors il faudra voir ce qu'il en est en 2020 et 2021. Au niveau du résultat d'exploitation, c'est la même chose, on a une baisse du résultat d'exploitation sur les 3 dernières années, donc il faudra voir ce qu'il en est dans les années qui viennent. Donc c'est peut-être le point noir de l'entreprise de Telsat, et c'est ce qui fait peur aux investisseurs. Pour autant, je pense que l'entreprise a peut-être les moyens de redresser la situation dans les années qui viennent, et je vais m'en expliquer juste après. Alors, j'ai extrait ici une présentation donc, de Telsat datée de juin 2019, et puis j'ai extrait ici ce que j'ai trouvé sur le site internet pour expliquer comment Eutelsat va transiter d'une phase de décroissance à une phase ou en tout cas à une reprise de croissance ultérieure. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise en fait a un core business avec trois sous-domaines, c'est-à-dire la vidéo, le broadcast, le service au gouvernement, c'est-à-dire qu'elle fournit des données au gouvernement, donc des données satellitaires, et puis les données fixes, d'accord, qui représentent 9% du chiffre d'affaires, donc revenue contribution. Donc la vidéo représente 67% du chiffre d'affaires, les services au gouvernement, donc les données satellitaires représentent 12% du chiffre d'affaires, les données fixes représentent 9% du chiffre d'affaires, et ceci représente le core business de l'entreprise. Alors on voit cependant qu'elle est également tournée vers la connectivité, puisqu'on voit ici Fixed Broadband 6% du chiffre d'affaires, et on note ici la présence de la connectivité mobile, qui représente pour le moment également 6% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et l'objectif de l'entreprise, a priori, en tout cas d'après ce que je lis, c'est d'augmenter la part de revenus générée par cette partie connectivité mobile, et notamment la connectivité aérienne. Alors quand on fouille un peu sur le site internet de Telsat, ce qu'on peut trouver c'est ceci, avec la mise en place, le lancement en 2022 du satellite Eutelsat 10B, d'accord, qui permettra en fait d'offrir Internet à bord des avions et des bateaux. D'accord, donc le satellite va être construit par Thales Aliena Space, et donc à partir de 2022, Eutelsat aura la possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires dans la partie connectivité mobile, et pourquoi pas devenir un core business de l'entreprise. Alors un point important ici au niveau du core business, c'est que Eutelsat en fait pour le moment met en place des satellites dans l'espace, lance des satellites géostationnaires, ça veut dire que ces satellites restent au-dessus d'une région. Quand la Terre tourne, ces satellites se maintiennent au-dessus d'une région pour diffuser des chaînes de télévision. Alors si j'ai bien lu, il me semble qu'en ce moment il y a, genre, je sais plus trop, mais je crois que c'est entre 4000 et 7000 chaînes de télévision qui sont diffusées via les services de Eutelsat. Et le point important, c'est qu'en fait Eutelsat positionne ses satellites donc en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, donc c'est-à-dire dans des zones qui sont potentiellement mal desservies par le haut débit, par exemple par la fibre, et donc qui permettent éventuellement à Eutelsat de garder son core business encore pendant, je sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas impossible. Donc le broadcast ou la vidéo pourrait être résilient à plus long terme, et pour l'instant en tout cas c'est ce que nous montrent les chiffres présentés par Eutelsat. Alors quand on regarde également la partie service au gouvernement, qui représente 12% du chiffre d'affaires, on voit difficilement cette partie faiblir. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont besoin de ce service, ont besoin de ces accès satellitaires, et notamment des satellites qui sont positionnés à très haute distance, donc les satellites de Telsat. Donc on peut imaginer que le chiffre d'affaires généré par cette partie du core business pourrait encore être maintenu pendant quelques décennies. C'est tout à fait possible. Alors si on part du principe que effectivement la connectivité mobile va croître, alors ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'en fait le core business de Telsat a priori pourrait être résilient encore pendant plusieurs décennies. C'est pas impossible. Eutelsat étant positionné dans des zones très mal desservies par la fibre par exemple, donc pourrait maintenir éventuellement son avantage compétitif, en tout cas sur ces deux premiers segments du core business.
Et puis l'entreprise pourrait voir ce segment, donc sur la partie connectivité mobile, croître très fortement dans les décennies qui viennent. Pourquoi? Tout simplement parce que les compagnies aériennes ont pour projet de développer leur connectivité mobile à bord des avions. Alors le point important ici, c'est qu'effectivement on a une crise du secteur aérien, que les investisseurs font une croix sur leurs prévisions concernant la connectivité mobile, donc la croissance de ce segment pour Eutelsat. Donc ça, je pense, c'est le point faible de Eutelsat. Donc un des points faibles, c'est la baisse de chiffre d'affaires, un ralentissement du chiffre d'affaires au cours des dernières années, comme on va le voir dans le compte de résultats. Le deuxième point faible, c'est qu'effectivement Eutelsat mise sur une croissance, un relais de croissance au niveau de la connectivité mobile, et ce relais de croissance est pour le moment en stand-by en raison de la crise sanitaire qui touche directement, donc qui touche de plein fouet, le secteur aérien. Et donc ce qui retarde potentiellement aux yeux des investisseurs le relais de croissance qui est attendu pour Eutelsat. Alors un point important ici, c'est qu'en fait, quand on regarde le site Eutelsat, et donc ce que j'ai mis ici, c'est que le lancement du satellite Eutelsat 10B n'aura lieu qu'en 2022. Or pour le moment, on est en 2020. Ce qui veut dire que d'ici 2022, le lancement aura lieu en 2022. Pour qu'un satellite soit positionné correctement dans l'espace, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir un lancement en 2022 et une mise en place fin 2022, peut-être 2023. Ce qui pourrait correspondre avec la relance ou le redémarrage du secteur aérien, et donc ce qui pourrait aller de pair avec une relance des investissements au niveau du secteur aérien. Ce qui veut dire que Eutelsat serait bien positionné pour les années 2024-2025. Alors pour le moment, cette échéance paraît lointaine pour un investisseur. Maintenant, quand on est un investisseur à long terme et qu'on se place à long terme, on peut imaginer qu'avec le lancement de ce genre de satellite, Eutelsat serait bien positionné pour la reprise du secteur aérien et donc pourrait effectivement profiter d'un relais de croissance à horizon 3, 4, 5 ans. En tout cas, c'est le scénario que j'envisage de mon côté. Alors ici on voit les plans de Eutelsat et c'est un peu ce qu'ils expliquent. L'objectif à court terme, c'est de maximiser le free cash flow, donc la génération de free cash flow, la génération de cash flow libre. Et c'est ce que fait Eutelsat pour le moment, on va le voir dans les tableaux de flux de trésorerie. Et le deuxième objectif, c'est un retour à la croissance, donc c'est-à-dire de passer d'une phase de décroissance, d'avoir une phase de transition, et c'est la phase dans laquelle on est actuellement, vers un retour de la croissance avec une mise en avant de la connectivité mobile et la connectivité en général. Alors on va rapidement regarder les ratios de liquidité de l'entreprise, juste pour voir si l'entreprise est en danger à court terme. On voit que le coefficient de liquidité est de 1,29, donc aucun problème de ce côté-là, et on voit que le quick ratio est de 1,26, aucun problème de ce côté-là. On voit simplement ici que le levier financier est relativement important, puisque le levier est de 3. Alors comme on l'a vu, ça n'empêche pas l'entreprise d'avoir des marges constantes dans le temps, et comme on va le voir, ça n'empêche pas l'entreprise d'avoir un résultat positif, donc des bénéfices année après année. Alors on va d'abord regarder le bilan ici, avec la partie actifs, donc on va regarder les actifs de l'entreprise, et on va essayer de regarder les points importants rapidement. Donc on regarde tout d'abord la trésorerie, donc total trésorerie, quasi trésorerie et placement à court terme, et on voit que Eutelsat à fin 2019 avait une trésorerie d'environ 1,5 milliard. Alors quand on regarde la trésorerie d'Eutelsat à fin 2019, on voit que celle-ci est extrêmement importante par rapport à la trésorerie des années antérieures. D'accord, 1,5 milliard à comparer à 2018, 733 millions, 2017, 400 millions. Donc l'entreprise a une très belle trésorerie pour le moment. Alors un autre point important, c'est au niveau des stocks, on voit que l'entreprise n'a quasiment aucun stock. Et ça c'est un point important, pourquoi? Parce que ça veut dire que l'entreprise n'encourt aucun risque d'obsolescence de son matériel. Ça c'est un point extrêmement important et un avantage de l'entreprise Eutelsat, du business model d'Eutelsat. Alors ensuite on va jeter un œil au total des actifs circulants, donc on voit que les actifs circulants sont d'1,9 milliard. On va les comparer aux passifs circulants, donc si je prends le total des passifs circulants, on voit que c'est 1,4 milliard. Quand je fais la différence des deux, on voit que j'ai plus d'actifs circulants que de passifs circulants, ça veut dire que l'entreprise n'a aucun problème pour payer ses dettes à court terme, donc c'est-à-dire à horizon 12 mois. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Alors on va regarder ensuite différentes choses. On va regarder ici au niveau du passif, donc toujours dans le bilan,
on va regarder les dettes à long terme, on voit que les dettes à long terme sont de 2,8 milliards. Vous voyez, 2,8 milliards. Alors, ce qu'on va regarder, c'est l'évolution entre 2015 et 2019. Donc, on avait 3,6 milliards en 2015, 3,3 milliards en 2016, 3,2 milliards en 2017, 2,4 milliards en 2018 et 2,8 milliards en 2019. D'accord, donc on voit que la tendance globalement, même si on a une petite remontée ici, la tendance globale est baissière au niveau de l'endettement de l'entreprise. Ce qui est plutôt... Alors, la dette est importante, et c'est pour ça que j'ai mis moins ici, j'ai mis 2 moins, parce que la dette est relativement importante. Pourquoi? Parce que l'entreprise, comme on va le voir, génère un résultat net d'environ 300 millions d'euros par an. Et donc, il faudrait à peu près à l'entreprise, si je fais 300 millions, donc il faudrait à peu près à l'entreprise 8 ans. Ça ferait quoi 8 ans 3 x 8, 24. Voilà, il faudrait à peu près 8-9 ans à l'entreprise pour rembourser sa dette, ce qui est relativement important. Donc l'entreprise est relativement endettée, et c'est ce qu'on voit notamment avec le levier financier qui est de 3. Donc ça, c'est un aspect négatif. L'aspect positif cependant, c'est que cet endettement a tendance à décroître année après année. Et ce qui n'empêche pas l'entreprise de générer des cash flows libres relativement importants et un bénéfice net année après année, comme on va le voir. Alors on voit que les capitaux propres de l'entreprise sont de 2,6 milliards, quasiment 2,7 milliards si on arrondit, et on sait que la capitalisation boursière de l'entreprise au moment où je tourne cette vidéo est d'environ 1,9 milliard, c'est ce que j'ai mis au début de la vidéo, et donc ce qui veut dire que l'entreprise est moins valorisée que les capitaux propres de celle-ci. Alors, on va regarder maintenant le compte de résultat, et là c'est extrêmement intéressant. Alors, il y a quelques aspects négatifs et quelques aspects positifs. Alors, quand on regarde le chiffre d'affaires de l'entreprise, on voit que celui-ci est en décroissance depuis 2017, puisqu'on voit un chiffre d'affaires, donc 2015, 1,4 milliard, 2016, 1,5 milliard, donc on était sur une phase de croissance, on n'a pas les années antérieures, mais on était sur une phase de croissance, et puis 2017, 1,4 milliard, 2018, 1,4 milliard, on est en baisse, à 1,4 milliard 77, 1,4 milliard 07, et puis 2019, 1,3 milliard, forte baisse du chiffre d'affaires. Et donc ça c'est le point faible, hein, c'est ce que valorise le marché, c'est-à-dire la décroissance du chiffre d'affaires, et le marché a l'air d'anticiper que l'entreprise ne sera pas capable d'obtenir de bons relais de croissance. Voilà, donc ça c'est le marché pense que l'entreprise est en phase de décroissance, ne parviendra pas à obtenir de bons relais de croissance à l'avenir, et donc pour l'instant le marché est relativement vendeur sur le titre. Alors on voit que pour le résultat brut d'exploitation c'est la même chose, avec une décroissance de celui-ci, hein, puisqu'on passe de 1,4 milliard à 1,378 milliard, puis 1,310 milliard, puis 1,230 milliard. Alors, bien entendu, c'est la même chose ici. Alors le point important ici est le point positif, et vous voyez que j'ai mis des tics ici, c'est le résultat net qui est positif d'année en année, et puis relativement stable au travers du temps. Pourquoi? Parce que résultat net de 2015, 355 millions d'euros, résultat net de 2007, 348 millions d'euros, puis 351 millions, puis baisse ici à 290 millions d'euros, puis retour à 340 millions. Ce qui veut dire que l'entreprise génère un résultat net relativement stable dans le temps d'environ 300-350 millions d'euros. Ce qui est un résultat net relativement important et relativement stable malgré la décroissance de l'entreprise, donc au niveau en tout cas du chiffre d'affaires. Alors quand on regarde le bénéfice par action, on voit que le non dilué est égal au dilué, donc peu importe celui qu'on utilise, on voit que celui-ci est d'environ 1,46 € par action. Alors ce qui veut dire que j'achète aujourd'hui une action au cours de 8,40 € et mon bénéfice par action est de 1,46 €, ce qui est relativement important. Alors si on regarde les flux de trésorerie, donc c'est la partie qui nous intéresse, on voit qu'en fait les flux de trésorerie nets fournis par les activités d'exploitation sont de 848 millions d'euros. Alors si on regarde les flux de trésorerie passés, on voit que ceux-ci en fait étaient un peu plus importants par le passé, donc 1 milliard en 2015, 895 millions en 2016, puis 982 millions en 2017, 880 millions en 2018 et maintenant 848 millions. Donc flux de trésorerie d'exploitation largement positifs. On voit également que les activités d'investissement, alors activité d'investissement ici ça veut dire achat de satellites, on voit que celle-ci est relativement stable dans le temps et tend à baisser ces dernières années. Alors quand on fait le flux net de trésorerie utilisé pour les activités d'investissement, on voit que ceux-ci sont compris entre 400 et maintenant 150 millions d'euros.
Donc quand on compare la trésorerie générée par les activités d'exploitation de l'entreprise, donc 848 millions d'euros, et la trésorerie utilisée pour les activités d'investissement, donc moins 143 millions d'euros, on voit qu'en fait le cash flow libre généré par Eutelsat est extrêmement important. C'est ce qu'on va voir ici, puisqu'en fait on a un flux de trésorerie disponible de 637 millions d'euros. D'accord? Donc un free cash flow de 637 millions d'euros, ce qui est tout à fait exceptionnel. D'accord? Ce qui est un très très bon flux de trésorerie. Et quand on regarde les flux de trésorerie disponibles passés, on voit que ceux-ci sont constants à travers le temps également. Donc c'est un peu comme le résultat net. Hein. Flux de trésorerie disponible, 577 millions, 505 millions, 589 millions, 582 millions, 637 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Eutelsat est ce qu'on appelle une cash cow. Ça veut dire une vache à lait, ça veut dire tout simplement que l'entreprise génère un cash flow libre extrêmement important et récurrent à travers le temps. Alors quand on regarde un peu ici les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement, donc on voit que le cash flow libre est extrêmement important, 637 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends le versement des dividendes à 310 millions d'euros par an, que je prends également les activités de financement, c'est-à-dire le remboursement de la dette de l'entreprise. Alors on voit que ici l'activité de financement est positive, ça veut dire que l'entreprise a émis de la dette, a réaugmenté sa dette, hein, c'est ce qu'on avait vu. Si on regarde ici, on voit ici que la dette à long terme est passée de 2,4 milliards à 2,8 milliards, c'est la somme qu'on retrouve ici dans le flux de trésorerie. C'est ce qu'on voit ici, donc l'entreprise en 2019 n'a pas remboursé de dette, mais a probablement émis de nouvelles obligations pour lever de la dette supplémentaire. Alors pour autant, vous voyez qu'avec le flux de trésorerie disponible, on peut partir du principe que l'entreprise va rembourser 310 millions d'euros de dividendes par an. On sait déjà qu'en 2020, le dividende sera plus faible qu'en 2019. Donc le dividende 2019 était d'1,27 €. On sait qu'en 2020, il sera compris entre 0,89 € et 0,92 € selon les sources. Et donc ce qui veut dire que le dividende 2020 sera plus faible. La sortie d'argent en 2020 sera plus faible qu'en 2019. On peut également penser qu'en fait avec ce flux de trésorerie disponible de 637 millions, donc on va arrondir à 600 millions, si on enlève 300 millions de dividendes, il reste 300 millions de remboursements possibles de dettes par an. D'accord? Ce qui veut dire que l'entreprise peut rembourser entièrement sa dette à horizon 8 ans environ. Voilà, donc conclusion au niveau des flux de trésorerie, l'entreprise Eutelsat est une vache à lait, elle présente des flux de trésorerie extrêmement importants année après année et des flux de trésorerie extrêmement récurrents, ce qui permet à l'entreprise non seulement de verser des dividendes, mais également de rembourser sa dette. Alors si on regarde maintenant les dividendes de l'entreprise, alors j'ai récupéré ici les versements de dividendes de l'entreprise depuis 2006, on voit qu'en fait l'entreprise a augmenté son dividende année après année entre 2006 et 2019. Alors même si désormais l'entreprise a diminué son dividende, qui devrait être compris cette année entre 0,89 et 0,92 €. Donc on voit qu'en 2006, l'entreprise versait un dividende de 54 centimes, 2007 58 centimes, 2008 60 centimes, puis si je fais la somme des deux ici, j'arrive à 66 centimes en 2009, puis 76 centimes en 2010, 90 centimes en 2011, puis 1 €, 1,08 €. Alors on voit ici qu'en 2014, l'entreprise avait baissé son dividende, vous voyez 1,03, pour le remonter en 2015, donc 1,09, puis 1,10, 1,21, 1,27. Donc l'entreprise va baisser son dividende en 2020. Il faudra voir ensuite si l'entreprise préfère se désendetter rapidement ou bien si l'entreprise préfère réaugmenter son dividende par la suite. Auquel cas, bien entendu, le cours de l'action pourrait s'ajuster à la hausse en cas de réaugmentation du dividende. Alors je vais terminer ma présentation avec quelques données, donc extraits de unclestock.com, donc un screener auquel je suis abonné, et également zonebourse.com, un site que j'affectionne particulièrement. Alors Eutelsat s'échange à un cours de 8,40 €, donc au moment où je tourne cette vidéo. J'estime de mon côté le dividende 2020 à 0,89 €, alors que le dividende présenté par ZonBourse, donc qui reflète le dividende estimé par le consensus, est de 0,92 € pour 2020. Alors si j'utilise mon dividende de 0,89 €, ça nous donne un rendement du dividende de 10,6% pour le titre Eutelsat, ce qui dans une période de taux zéro est quand même un rendement relativement intéressant, alors qui pourrait paraître risqué, mais comme on va le voir, le payout ratio est relativement correct.
On voit que le rendement sur capitaux employés de l'entreprise lors des 5 dernières années est de 4,95%, alors ce qui est relativement faible. Et par contre, on voit que le rendement sur capitaux propres, donc return on equity, est de 12,6% au cours des 5 dernières années. Donc c'est la moyenne des 5 dernières années, ce qui est un rendement sur capitaux propres ou un return on equity relativement important. D'accord ? On voit également que le PER de l'entreprise est actuellement de 5,89, donc le ratio court-bénéfice. Et on voit que le PER des 5 dernières années, la moyenne du PER des 5 dernières années est de 10,83. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des bénéfices qui se maintiennent sur les niveaux actuels, aux alentours de 300 millions d'euros par an, et on pourrait voir le cours de Telsat doubler dans les prochaines années, si par exemple l'entreprise parvenait à maintenir un chiffre d'affaires relativement stable. Alors, la croissance annuelle du bénéfice par action au cours des 5 dernières années est d'environ 7%, et on voit que l'entreprise présente un PEG ratio, donc PER ajusté à la croissance de l'entreprise à venir, de 0,85. Alors si on inclut le dividende, donc le PEGY, qui est un PEG ratio incluant le dividende, on voit que celui-ci est de 0,50, ce qui veut dire une sous-valorisation au niveau de ces deux ratios. Alors si je prends maintenant le price to book ratio, donc c'est-à-dire la capitalisation boursière comparée aux capitaux propres de l'entreprise, on voit que celui-ci est de 0,77, ça veut dire qu'on a une décote ici du price to book ratio, notamment lorsqu'on le compare à la moyenne des 5 dernières années, puisqu'on voit qu'elle était de 1,35. Ce qui veut dire qu'on a ici un potentiel de revalorisation d'environ 80%. Alors j'ai rajouté quelques ratios, le net debt to EBITDA, juste pour voir un peu l'endettement de l'entreprise par rapport à l'EBITDA, on voit que celui-ci est de 2,95. Alors ce qui est un peu élevé mais pas non plus monstrueux, généralement on part du principe qu'un ratio de 2 est tout à fait correct. Donc j'ai rajouté ici le ratio net debt to equity ou dette nette sur capitaux propres, et on voit qu'ici la dette nette représente 88% des capitaux propres, ce qui est un peu élevé mais qui n'est pas non plus monstrueux à mon sens. D'autant plus quand on voit l'état des marges brutes et des marges nettes de l'entreprise qui se maintiennent au cours du temps. Ce qui laisse penser que l'entreprise, avec son avantage compétitif, a les moyens de s'endetter plus qu'une entreprise lambda. Alors basé sur les données de Zone Bourse, on voit que le bénéfice par action est de 1,36 €. Si on part du principe que le dividende attendu en 2020 est de 0,92 €, donc basé sur le consensus qui est l'information donnée par Zone Bourse, on en conclut que le payout ratio est de 68%. D'accord, je fais 0,92 € divisé par 1,36 € égale 68%. Maintenant, quand je regarde le cash flow par action présenté par Zone Bourse, celui-ci revient à 3,42 €. Et donc, si je divise le dividende, donc estimé par le consensus pour 2020, divisé par le cash flow par action, donc 0,92 divisé par 3,42, ça me donne un cash dividend payout ratio de 27%, ce qui est tout à fait correct. Ces deux chiffres m'indiquent qu'a priori, Eutelsat sera en mesure de payer un dividende de 0,92 € dans les années qui viennent. Ce qui veut dire également que mon rendement du dividende, vous voyez qu'ici j'ai utilisé un chiffre conservateur, plus faible que le consensus estimé par Zone Bourse, ce qui veut dire que mon rendement du dividende pourrait être de l'ordre de 11%. Si j'utilise ce chiffre à la place de celui-ci, ça me donne un rendement du dividende d'environ 11% au cours actuel. En sachant qu'a priori, le payout ratio et le cash dividend payout ratio nous indiquent que le dividende pourra être maintenu dans les années qui viennent. D'accord ? Donc ce qui permettrait à un investisseur qui investit aujourd'hui dans le titre Eutelsat de bénéficier d'un rendement potentiel de 10-11%, mais également d'un potentiel de revalorisation en cas de reprise de la croissance de Telsat au cours des années qui viennent, notamment si l'entreprise parvient à trouver un relais de croissance dans la connectivité mobile. Alors bien entendu, ce n'est que mon point de vue, je rappelle que je suis moi-même actionnaire de l'entreprise et donc mon point de vue peut être biaisé. Bien entendu, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Si vous pensez que je me trompe dans l'analyse, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et si vous estimez par exemple que j'ai occulté certains risques qui pèsent sur Eutelsat, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire. Alors je prévois de faire ce genre de vidéo sur tous les titres que j'ai mis en portefeuille et donc à l'avenir sur tous les titres que je mettrai en portefeuille. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à mettre des likes sous la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.